Welcome to the Private Equity Exchange 2007, the only summit bridging the gaps between limited partners, private equity funds, corporate executives, and entrepreneurs. The Private Equity Exchange is the only venue where LPs, private equity firms, corporate executives, and entrepreneurs meet, enabling them to move quickly from ideas to deal crafting. The Private Equity Exchange, the largest private equity event in Europe for CEOs, funds, and LPs. LBO for management teams. Growth and management under LBO pressure. Build-up and debt management. Donc c'est vrai qu'on pourrait très bien traduire le thème de cette table ronde un petit peu sur la phrase suivante. Le LBO n'est pas, bien au contraire, l'ennemi de la croissance. Et c'est vrai qu'à travers le point de vue d'entrepreneur et de manager, c'est ce qu'on va essayer de vous démontrer. On peut mener à la fois des projets de croissance externe, des projets structurants pour la vie de l'entreprise à long terme, et puis des projets de création de valeur à court terme. Alors, quelques petits mots vraiment très rapides d'introduction où je vais vous présenter très rapidement KPMG parce que ce n'est pas l'objet de s'étendre largement sur nous. Donc, nous sommes bien sûr un acteur de l'audit et du conseil, numéro 1 en France. Peut-être le deuxième slide, et on va voir à travers ce slide l'évolution de nos métiers vers la création de valeur. C'est vrai qu'on écrivait de longs rapports orientés sur les risques. Et aujourd'hui, nous sommes aguerris très largement au modèle sophistiqué mis en place par les fonds d'investissement. Nous avons compris les ressorts de création de valeur auprès des chefs d'entreprise chez qui nous sommes intervenus. Et de plus en plus, nos rapports sont orientés, alors non seulement sur les risques, mais également sur les opportunités, les upsides, les synergies que l'on peut créer à partir d'une opération. Alors avec deux bénéfices importants, c'est que ça permet de rationaliser la décision d'investissement pour le fonds d'investissement et puis de poser, et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, de poser les étapes d'une véritable création de valeur post-deal. Alors rapidement, le troisième slide, on voit... Non, on voit rien. Si. On voit aujourd'hui l'évolution de nos métiers dans ce qu'on appelle l'advisory. Nous sommes 500 en France à faire de l'advisory, avec des métiers autour de la fonction finance, autour de la gestion des risques, autour des transactions, les due diligence, vendor due diligence, et puis une ligne émergente et en pleine croissance qui tourne autour de l'amélioration de la performance, ce qui va me permettre de faire le lien avec le dossier Europcar, puisqu'effectivement, dans cette ligne d'amélioration de la performance, on a tout ce qui tourne autour du BFR, donc du Working Capital. Ce qui me permet de parler maintenant de notre mission sur Europcar, puisque vous connaissez probablement Europcar, le loueur de voitures, numéro 1 en Europe. Nous sommes intervenus au moment où Volkswagen souhaitait se désengager d'Europcar. Volkswagen avait repris 100% des titres d'Europcar auprès d'Accor en 2000 et souhaitaient se désengager. Donc ils avaient lancé ce qu'on appelle un processus de dual track où d'une part ils préparaient ou envisageaient une éventuelle introduction en bourse, une IPO, et puis en parallèle une cession à des fonds d'investissement ou des industriels. Et donc nous avons été mandatés par le management d'Europcar pour les aider dans le cadre de de la préparation d'un certain nombre de documents dans ce dual track. Alors ce qui est intéressant, c'est que pendant 2-3 mois, nous nous sommes baladés dans le groupe, nous avons été dans la plupart des pays, discuté avec les managers et bien sûr rempli la mission qui nous avait été fixée, donc de préparation de comptes IFRS, préparation d'une data room, d'analyse pour des investisseurs éventuels. Et puis surtout, en fait, on a fait un certain nombre de constats que le groupe Europcar décelait des trésors d'amélioration dans la gestion de son cash. Le groupe Europcar, et donc filiale de Volkswagen à 100%, avait un compte courant et donc tirait sur son compte courant pour se financer. Et donc l'objectif était uniquement un objectif de résultat,
et non pas un objectif de génération de cash flow. Et donc, eh bien, le but était d'avoir les véhicules disponibles au moment de la saison pleine, et il n'y avait aucune rationalisation dans la gestion, enfin aucune. En tous les cas, il y avait beaucoup d'améliorations à effectuer dans la gestion de l'approvisionnement de la flotte. Ce que nous avons donc fait une fois que Eurazeo a pris le contrôle du groupe, appuyant cela par le management, c'est de voir comment on pouvait mettre en place les actions qui permettaient d'améliorer la gestion du cash. Alors, Nicolas Richard va vous expliquer les résultats de ces actions. La mission a duré plus d'un an. Nous avons travaillé essentiellement à partir d'ateliers qui ont réuni le top management, bien entendu, mais également tous les managers de pays et jusqu'au plus bas des échelons de management du groupe pour faire émerger toutes les idées qui permettaient d'améliorer la gestion, alors non seulement de la flotte, mais dans l'ensemble des processus clés de l'entreprise. Peut-être le point clé qu'on en a retiré, c'est que la recette, s'il y en a une, en tous les cas d'un LBO réussi, c'est vraiment la diffusion de la culture LBO, de la culture cash au plus profond de l'entreprise. Et que cette culture ne reste pas uniquement au niveau du top management, mais qu'elle diffuse dans l'entreprise de manière pérenne. Et maintenant, c'est à toi, Nicolas. Merci, Axel. J'ai préparé quelques pages pour vous présenter un petit peu le contexte dans lequel on a travaillé tout ça et utiliser également quelques slides de nos résultats semestriels pour vous illustrer un petit peu en chiffres les tendances et les bases sur lesquelles on a travaillé. Donc tout d'abord, en termes de contexte, si on passe sur la page suivante, et très rapidement, Europcar, donc c'est la société numéro 1 en termes de location de véhicules en Europe. C'était en 2006 1,5 milliard d'euros de revenus consolidés, près de 42 millions de jours de location par an, une flotte, alors ici de 160 000, mais en termes d'achat, c'est 350 000 véhicules qui sont achetés par an, soit des flux d'achat et cession de véhicules qui avoisinent l'ordre des 5 milliards d'euros. 5600 employés, une réputation de professionnalisme, d'innovation et une société très orientée sur le service client. Donc voilà un petit peu ça pour ceux qui n'auraient pas connu le groupe Europcar. Le slide suivant présente la stratégie Europcar. Je crois que le message que je veux faire passer au travers de ce slide, c'est que cette stratégie n'est pas une stratégie mise en place lors de l'acquisition par le fonds d'investissement, mais c'est la stratégie qui a séduit le fonds parce qu'elle était portée par une équipe de management. Donc c'est une stratégie d'avant LBO. Le rôle moteur d'Eurazeo, je crois, il a été de donner à l'équipe de management les outils et l'impulsion pour que cette stratégie elle soit mise en œuvre de façon accélérée par rapport à la situation actionnariale dans laquelle vivait précédemment Europcar. Donc c'est le point important. Trois mots qu'on retrouve, hein, c'est extend, expand, strengthen. C'est pas une stratégie, comme vous pouvez le voir, qui consiste à gérer l'existant, serrer des lignes de coût et faire de l'optimisation dans un environnement figé. Enfin, le dernier bullet point précise de maintenir une stratégie de croissance profitable. Il y a un terme qui n'est pas cité sur cette page, c'est la problématique de dette et de cash flow. Je crois qu'aujourd'hui, c'est plus qu'un axe stratégique. Je veux dire, c'est une trame de fond qui est présente dans toutes les décisions, dans toutes les réflexions, et qui habite maintenant le discours du management au plus haut niveau du groupe et les décisions de gestion quotidiennes.
quelques éléments de l'évolution historique du groupe Europcar, et on voit pour 2006. Alors, je vous présente pas de chiffres 2007, mais je peux vous assurer que la tendance, elle est continuée, et on voit le coup d'accélérateur qui a été donné au développement du groupe, à la fois sur la top line. On reviendra sur les semestriels et on verra que les indicateurs de profitabilité suivent. Très rapidement, donc sur les 18 derniers mois, donc, qui correspondent aux 18 mois d'histoire en travail en équipe avec Eurazeo, c'est un track d'acquisition et donc de croissance externe assez important, puisqu'on a procédé à l'acquisition des sociétés de Vanguard en Europe. Vanguard, vous n'êtes peut-être pas très familier, mais c'est les marques nationales Alamo. Donc Europcar a repris ces activités-là, notamment en activités gérées en propre en Angleterre. Des acquisitions également en Espagne, des acquisitions en Belgique, qui ont conforté pour l'Espagne et la Belgique nos situations de premier acteur sur ces marchés, et qui en Angleterre clairement l'a créé, puisque les opérations de Vanguard reprises, c'était le numéro 1 du marché, on était numéro 5 et on a consolidé une position très forte de leader sur le marché anglais. Les deux points suivants, je ne vais pas m'étendre dessus, mais ce que je voulais souligner au travers de ces deux points, c'est que la stratégie de développement et les éléments, les dossiers de travail clés, ce n'est pas uniquement des dossiers qui sont orientés sur le cash management ou la croissance externe. Les investissements, et qui peuvent être des investissements lourds sur des plans IT, que ce soit illustré au travers de la mise en place d'un dual site avec tout un schéma de disaster recovery, la refonte du site internet, donc des investissements lourds, ce qui veut dire des cash flows de première année négatifs, et une perspective pour le fonds qui n'est pas aussi manichéenne que d'imaginer un retour dans l'année suivante, mais qui contribue réellement au renforcement de la base du socle d'Europcar. Toujours très rapidement, la croissance en deux mots confortée sur 2007. Alors il y a des effets de croissance externe évidents, mais on a une croissance de notre chiffre d'affaires de près de 30%. La croissance organique derrière ça n'est pas oubliée, puisque on souhaite signer, et c'est à peu près les signaux qui sont donnés, une croissance de l'ordre de 5 à 6% au niveau du groupe en organique, complètement dépollué des effets de croissance. Et juste un petit graphe en dessous pour illustrer que les leviers qui sont travaillés, ce sont les leviers non seulement de top line, les leviers de cash, et on passera un peu plus de temps après, mais également les leviers de performance opérationnelle, puisqu'on a réussi à signer une amélioration de notre taux d'utilisation de la flotte. Donc c'est notre capacité à utiliser les véhicules sur une période maximum pendant leur détention, a signé une augmentation forte également. Très rapidement, sur la page suivante, quelques chiffres clés des 6 mois. Donc, revenu en croissance de 28%, on l'a vu sur le slide précédent. La croissance de l'EBIT et de la marge d'EBIT, je ne vais pas la commenter ici, les chiffres sont assez éloquents. La dette, alors la dette, c'est pas un signal d'explosion de la dette, je crois que ce qu'il faut lire là derrière ça, c'est une croissance de la dette à fin de période comparée de l'ordre de 700 millions. Ces 700 millions, ça signe quoi? Ça signe et ça traduit l'acquisition de nos activités en UK, puisque la dette d'acquisition plus la dette portant la flotte de nos activités en UK sont ces mêmes 700 millions. Le message sous-jacent à ça, c'est que les 5 à 6% de croissance organique, dans une activité qui est sur un plan capitalistique très intense, puisqu'on doit porter la flotte de véhicules, cette croissance organique, on a su l'autofinancer au travers de nos projets d'augmentation de cash flow et d'amélioration de la dette. Donc voilà, cette introduction et ce contexte étant communiqué, voilà, passons le point de 2007, je crois que c'est des messages qu'on a donnés. Qu'est-ce qu'on a fait en fait sur les sujets plus particuliers de la dette et de la prise en main de cette problématique depuis la date du 31 mai 2006, date de l'acquisition par Eurazeo. Déjà, alors c'est une terminologie consacrée, les 100 jours. Moi, je peux vous dire que 100 jours, c'est très peu ou beaucoup, ça dépend,
Nous, qu'est-ce qu'on a fait en tout cas et qu'est-ce qu'on s'est attaché à faire avant l'été 2006 ? 3 axes, je dirais. C'est au niveau, Axel a parlé du management, mais je dirais de façon plus générale de l'effectif de la société qui peut être impliqué dans ces démarches de création de valeur. C'est des opérations importantes de training en local pour arriver à convertir les effectifs d'une culture PNL driven à vraiment une culture de compréhension et de maîtrise des enjeux des cash flows. C'est le push-down du modèle financier de LBO. Donc là, pas au niveau de tout l'effectif, mais au niveau managérial au sens large, pas uniquement au niveau du groupe, mais bien sûr au niveau des pays et des opérations. Donc ça, c'est un point très important parce que la création de valeur, si elle n'est pas comprise dans le modèle financier, et je crois qu'il faut vraiment chercher à responsabiliser toutes les personnes dans l'entreprise autour de ce modèle. Ça a été un point déterminant. Et évidemment, et on en a parlé dans le round précédent, un point important qui est d'avoir le buy-in du management local. Ces actions-là, s'il n'y a pas eu un vrai buy-in de leurs implications et de leurs nécessités, le plan ne marche pas derrière. Donc ça a été un axe de travail très important. Le deuxième axe de travail, ça a été de mettre en place ce qu'on a nommé, on a beaucoup travaillé là-dessus avec KPMG, un Urgency Help Desk, parce que c'est une phase, ces 100 premiers jours, où il y a énormément de questions et de process un petit peu perturbateurs par rapport à la vie de l'entreprise qu'il faut traiter, par rapport aux banques qui contribuent à la mise en place de financement, par rapport à l'actionnaire. Et là, on ne peut pas se permettre de détourner les forces de l'entreprise pour n'adresser que des points ponctuels de très court terme. Donc là, on a mis un office dédié à ces problématiques d'urgence. On a lancé tout de suite la mise en place d'un process de changement des outils de reporting, tant en termes de support, parce qu'on avait un support assez, je dirais, manuel, basé sur Excel, donc pas réactif, pas adapté aux problématiques de croissance externe, et évidemment, au-delà du support, le format avec une prééminence beaucoup plus importante des cash flows et des indicateurs de création de valeur. On n'oubliera pas le programme de cash flow, on y revient tout de suite après. Et il est évident qu'on a lancé des programmes de réduction de coûts et que c'est un axe de travail aussi très important. Les attentes de l'actionnaire, je crois que la vraie difficulté des 100 jours, c'est d'être capable d'alimenter suffisamment en quick wins, de façon à ce que toutes les mesures qui vont porter leurs fruits à plus à moyen terme, on sache faire patienter un petit peu l'actionnaire qui, lui, est dans les starting blocks de son modèle de création de valeur. Donc là, les quick wins, c'est des reports immédiats, ça va être des actions cash flow les plus simples et les plus immédiates pour être capable de délivrer des choses qui soient rendues visibles dès les premiers mois de la prise en main par le fonds. Évidemment, le point qui est extrêmement important et probablement un des plus difficiles avec le recul aujourd'hui, c'est la capacité à mesurer la performance, puisque cette performance, la délivrer, c'est très bien. Quand on ne sait pas bien la mesurer et expliquer, c'est qu'une partie qui est vraiment délivrée. Croissance et debt management. Nous, il y a eu 2 piliers, je ne vais pas revenir dessus, la croissance organique, la croissance externe. Les points importants, ça a été la mise en place d'indicateurs adaptés et de repenser nos modes d'indicateurs. C'est-à-dire que le volume, aujourd'hui, on sait que ça nous coûte très cher en dette. Donc, comment appréhender un bon contrat, ça c'est un point très important. Revoir les concepts même de performance au vu des contraintes nouvelles. On a en place des financements complètement nouveaux qui impliquent que nos relations contractuelles, notamment avec les fournisseurs de véhicules, il faut les repenser. Du contrat jusqu'au mode de négociation, c'est tout un travail de près de 12 mois qui a dû être mis en place là-dessus. Et un focus très fort sur le cash improvement, parce que je crois qu'au-delà des aspects de quick win, ce qu'il nous a fallu trouver, c'est les axes de travail pour être capable, d'une part, de gérer la croissance organique sur l'endettement existant. Alors ça, c'est l'objectif vertueux et on s'attache à le respecter à chaque fois que c'est possible. Et également de donner des signaux clairs et forts à la communauté financière externe, que ce soit les agences de rating ou les investisseurs financiers qui peuvent intervenir auprès de nous, pour dire que notre croissance externe, elle ne se fait pas
au détriment de gearing en termes de bilan qui soit complètement fantasque. Donc ça, c'est les points importants. Travail très très important donc, qui a été réalisé sur le working capital, avec des routes différentes de travail, sur les relations avec les third parties, des travaux importants sur les process internes et les notions d'arbitrage PNL bilan. Voilà. Pour conclure, ce que je voulais confirmer, c'est que tout ce travail, il se passe, et toutes les personnes qui travaillent dans le cadre d'opérations de LBO le savent, dans un schéma et des contraintes financières qui sont beaucoup plus complexes pour l'entreprise. Dans le cas d'Europecar, on vit avec des instruments financiers variés. On a d'une part une source de financement qui est là pour supporter le financement de notre flotte de véhicules, donc qui est sous forme d'asset-backed financing. On a également, et ça c'est la partie d'aide d'acquisition, je dirais classique dans LBO, qui a été traitée au travers de high yield bonds, donc classique de private placement en 44A, classique mais pas si classique que ça en Europe, donc c'est une communauté d'investisseurs financiers très pointus avec qui on travaille, et des lignes plus classiques de revolver credit facilities. Ça implique beaucoup de contraintes. Ça implique beaucoup de contraintes qu'on a dû prendre en compte parce qu'il ne s'agit pas que d'améliorer la performance d'aide, il s'agit aussi de satisfaire aux exigences de nos prêteurs. Donc des reportings mensuels, des reportings trimestriels, des covenants et les relations avec des agences de notation au travers des bonds. La conclusion en 2 mots, c'est qu'on a malgré tout une structure de financement qui est extrêmement bien adaptée à notre activité et qui nous permet de bien gérer cette problématique de croissance du business. Merci. Merci à vous. Je vais laisser la main à Olivier Boyadjian. Oui, bonjour à toutes et à tous. Très rapidement, puisque sinon, je crois que mes voisins vont avoir du mal à parler de leur cas pratique, même si le cas Europcar était particulièrement intéressant. Donc très rapidement, moi ce que je voulais vous délivrer comme message, c'était relativement simple. C'était qu'un plan à 100 jours n'est de jamais 100 jours. Voilà, on n'y arrive jamais. Je ne sais pas ce que vous en pensez à ma gauche, mais j'y ai jamais réussi. Alors au moins, il a le mérite d'être considéré comme le premier plan qu'on doit mettre en place et qui idéalement durerait 100 jours. Pendant 100 jours, qu'est-ce que nous arrivons nous à faire ? Et en plus, c'est des fois pas toujours le cas, et on verra avec Jean-Paul tout à l'heure. On essaye de faire 3 choses, principalement dans ces 100 jours. La première chose, c'est d'avoir un administrateur indépendant à nos côtés au conseil de surveillance. On aime bien avoir l'avis d'un tiers pendant les conseils de surveillance, qui est choisi pour ses qualités professionnelles liées au secteur, ou d'un secteur connexe, ou d'un secteur qui a vécu auparavant des évolutions identiques à celles qu'on prévoit pour le secteur en question. Je ne sais pas si j'étais clair. Exemple, par exemple, la parfumerie quand on est dans la bijouterie. Deuxième chose qu'on essaye de mettre en place, c'est un comité stratégique, à savoir cette fois-ci des gens qui ne seront pas plutôt les conseils du conseil de surveillance, mais qui seront les conseils un peu privilégiés des managers, et notamment du président du directoire. Comité stratégique composé chez nous de 2 à 3 membres qui vont s'attacher à aider le président dans la réalisation de son business plan à travers certains axes, par exemple l'international ou alors la réduction de certaines dépenses ou autres. Et la troisième chose, qui d'ailleurs nous permet de faire rentrer ces gens à nos côtés et aux côtés du management dans les 100 premiers jours, c'est une mission post-acquisition que l'on mène avec des conseils extérieurs, qui va être mis en place donc, et qui devra donner ses résultats dans les 100 jours, dans une logique de avons-nous un business plan, avons-nous acheté sur la base d'un business plan qui est réaliste? Alors on le croit si on n'aurait pas acheté, mais est-ce que ce business plan n'a pas dans quelques endroits bien précis des problématiques qui font que nous n'arriverons pas à y arriver, à le délivrer dans le temps voulu? Donc c'est une validation des ressources en présence par rapport à ce que nous considérons être notre plus-value à terme. Voilà ce qu'on essaye de faire en 100 jours, et on n'y arrive pas. Alors on n'y arrive pas pour plusieurs raisons, parce que déjà le management et l'équipe du fonds sont particulièrement exténués après la course qu'il a fallu mener pour arriver jusqu'à l'acquisition.
Et puis souvent, il y a une course derrière la course à l'acquisition. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, sur le dossier qui nous concerne, qui nous intéresse aujourd'hui, je vais reprendre quelques dates bien précises avant de passer la main à Jean-Paul. Nous sommes parvenus à remettre une offre de second tour dans un process qui avait 2 tours, alors que les premiers investisseurs concurrents étaient dans la logique de la remettre à une date donc de premier tour. C'est-à-dire que nous avons fait sauter un tour pour gagner le dossier. Donc on a remis une offre environ 2 mois avant les autres, en octobre 2006. Et donc nous sommes devenus propriétaires en préemptant le process d'environ 57% du capital d'une société cotée en Belgique. Après moult discussions avec les autorités belges, nous avons réussi à devenir propriétaires de 100% en février. Donc entre octobre et février, nous étions propriétaires de 57%, mais étions dans une logique de process. Donc pendant ce temps-là, il est particulièrement délicat de réussir à implémenter ce que je disais sur les 100 jours. Puis en février, nous nous sommes lancés dans la cession de l'immobilier, après avoir passé un temps dans la restructuration juridique et fiscale du groupe. Et nous avons signé le 31 mai la cession de l'immobilier dans une logique donc de signing, et nous avons réussi, après plusieurs dizaines, je pense, de mètres cubes d'informations nécessaires à la cession de l'immobilier, à céder les murs en septembre de cette année. Donc vous voyez qu'entre octobre et septembre, nous n'avons fait que des opérations de haut de bilan et n'avons pas pu réaliser ce que nous avons l'habitude de faire, ce que nous avons l'habitude d'appeler nos 100 jours. Et pendant ce temps-là, le management doit toujours continuer à driver le business. Donc, je vais laisser la parole tout de suite à Jean-Paul pour que lui vous exprime un petit peu donc, ce qu'est Quick et ce qu'il a vécu pendant ce temps-là. Mais vous voyez qu'indépendamment de tout process, de toute volonté, un LBO, c'est avant tout, bien sûr, un marché, une entreprise, etc., mais avant tout, une équipe de management qui pourra répondre à vos besoins et surtout aux besoins de ses clients. Jean-Paul. Je vais vous donner tout d'abord quelques notions de qui est Quick. Évidemment, tout le monde a déjà mangé chez Quick. En tout cas, ceux qui ne l'ont pas fait, je les encourage. Il n'y en a pas très loin. Donc, ce sont des ventes qui, vous voyez, ont une bonne croissance. Comme Olivier l'a dit, l'OPA a eu lieu en novembre 2006. Donc, on est sur une entreprise qui a suivi son bonhomme de chemin. Vous voyez aussi qu'en matière de réseau, depuis 2001, j'ai remis 2001 parce qu'en fait, je suis arrivé au 1er janvier 2002. Et en 411 établissements en 2002, on est passé à 423, ce qui veut dire qu'on a eu un périmètre à peu près stable pendant ces 6 années, avec quand même une assez forte croissance de chiffre d'affaires. Toute la phase du turnaround a été faite pendant cette période et avant l'OPA. Un autre tableau peut-être qui donne des notions d'investissement et qui vont vous expliquer ce qu'on a pu faire, si on peut l'avoir. Voilà. Vous avez en rouge, évidemment, le EBITDA, l'évolution du EBITDA au fil du temps. Moi, je me suis permis de mettre 2007, parce que comme je ne suis plus coté en bourse, c'est plus vraiment de secret. Et puis, deuxièmement, les CAPEX. Vous voyez qu'on a maintenu une zone de CAPEX assez forte. Pendant toute la phase de restructuration, j'ai coupé les CAPEX. Donc, 2002, 2003 ont été des périodes difficiles, pour m'apercevoir qu'en fait, je suis dans un business répétitif et que l'arrêt de l'investissement égale la mort. En ce qui concerne la productivité, j'ai pas d'usine. Donc chaque restaurant est une usine et c'est un business model qui est connu, prouvé, éprouvé, et on a quelques concurrents mondiaux qui l'ont bien mis au point. On est une copie globale de McDo sans être négatif. Dans le process industriel. Donc la productivité, elle se mesure sur le headcount en head office uniquement. Et donc on a poursuivi cette productivité en réduisant les effectifs au niveau du headcount, ou en tout cas en figeant un montant. J'avais figé un nombre de personnes pour tout ce qui était sièges sociaux, puisque j'en ai aussi en Belgique, et en disant on ne dépassera pas ça pendant une période de 5 à 10 ans. Donc on s'est adapté à ça. Il a fallu aussi supprimer quelques postes. Les groupes, à une certaine période, avaient tendance à avoir des fonctions de groupe, si vous voulez. Mais dans la restauration, on a juste besoin de directeur de restaurant, c'est tout. Après, le reste, c'est assez facile. Un autre point, un autre document. Pendant quelques années, je me suis attaché à écraser la dette, ou à tuer la dette. Donc vous voyez que les ratios parlent d'eux-mêmes. Et puis finalement, en 2007, vous avez la nouvelle version.
Et donc, cette version est postérieure à la cession de l'immobilier. Donc, je suis passé quasiment de 0 de dette, 38 millions de dettes, à 750 millions de dettes, pour redescendre aux alentours de 400 maintenant. Ce sera probablement un peu moins d'ailleurs à la fin de l'année. Donc, une grosse pression de la dette, inévitablement, avec nécessairement, j'ai mis autour de moi, en accord d'ailleurs avec la Caisse des dépôts, Capital Investissement et Olivier, on a mis en place un nombre de personnes. Tout à l'heure, j'entendais qu'il fallait soit réduire au CEO ou CFO, ou alors élargir au premier cercle, ou élargir, etc. Dans notre cas, puisqu'il ne s'agit plus d'un turnaround, j'ai rassemblé autour de moi environ une vingtaine de personnes. Alors certains, effectivement, ont une attitude plus manager qui devient actionnaire. D'autres, je suis un actionnaire, ai-je besoin vraiment d'être manager ? Bon, ça fait partie du rôle du dirigeant maintenant de remettre les choses un petit peu dans l'ordre. Et on s'aperçoit que l'intérêt est commun et donc ça vient assez facilement. L'implication des actionnaires, elle est pour moi absolument fondamentale, pour moi, en tant que dirigeant d'entreprise, mais aussi pour les managers et pour l'équipe que j'ai autour de moi. Ça peut paraître bizarre, mais les gens n'ont pas envie de tenir l'actionnaire à l'écart. C'est lié aussi à l'historique de Quick, où les actionnaires ont toujours été plus ou moins présents, mais tout le monde avait l'habitude de les rencontrer en tout cas. Ensuite, à une forme de transparence qui était liée à la cotation en bourse. Comme j'étais coté en bourse, où j'avais des roadshows, on se baladait, mais enfin on visitait l'Europe à expliquer à nos actionnaires institutionnels ce qu'on était, pourquoi pendant la période où on était en très grande difficulté, il fallait quand même croire en nous, et pourquoi après on était sous-coté. Alors, évidemment, la Caisse des dépôts met en jeu sa signature et sa crédibilité. Donc, si vous voulez, ne pas tenir au courant de tout est une erreur. Trop en donner, c'est une erreur parce que de toutes les façons, personne n'a le temps de tout lire. Mais je pense que la transparence est la règle absolue. C'est facile quand on a été coté en bourse parce que c'est ce qu'on a eu l'habitude de faire pendant 10 ou 15 ans. En ce qui concerne la société, l'agent bancaire qui représente tout le pool bancaire et donc la dette, de la même façon, lui, il s'est engagé sur ce business plan et il a engagé tout le pool avec lui. Donc il a mis son nom derrière ça et il a besoin d'avoir une information, lui aussi, qui est transparente. C'est ce que j'appelle transparence égale confiance. Ça nécessite avec Olivier des réunions fréquentes. Je pense que notre stratégie est bonne et depuis le début, sinon déjà j'aurais pas mis un centime dedans. Donc forcément elle est bonne. Ensuite on le prouve, mais comme n'importe quel dirigeant, on a des périodes de doute. Et on a des moments où on se dit, est-ce que j'ai vraiment la bonne ou est-ce que je peux pas avoir mieux finalement? On ne le sait pas toujours. Donc l'échange là-dessus est absolument indispensable. Par ailleurs, l'actionnaire majoritaire peut avoir une autre vision ou une autre expérience qui lui permet de faire progresser. Et évidemment, le reporting est transparent. Mais je dirais que j'ai maintenu un reporting de type reporting de bourse. Comme ça, d'abord, ça a simplifié la vie des collaborateurs qui n'avaient pas à changer leur méthode. Et ensuite, c'est un système de reporting qui, à mon avis, est très bon pour le présent, pour le passé, mais peut-être aussi pour le futur. En ce qui concerne l'agent, ce sont des comptes réguliers, transparents, et de type roadshow. Donc il y a à peu près tout. On est évidemment totalement disponible au titre de l'entreprise à toute question qui pourrait venir de la part de notre actionnaire, ça va de soi puisqu'il a accès à tout, mais aussi de la part de l'agent bancaire, parce que finalement, vous avez vu tout à l'heure, il y a 400 millions qui passent par ses mains. Un autre élément, c'est la documentation de la dette. Alors la documentation de la dette, je ne sais pas pour mes autres collègues que j'ai pu entendre tout à l'heure, mais je la trouve personnellement contraignante. Il y a une prudence du pool bancaire qui conduit à un juridisme, passez-moi l'expression, excessif. J'aurais pu dire une prudence excessive qui conduit à un juridisme excessif. À la réflexion, c'est plus une contrainte de mémoire qu'une contrainte de travail. Ça devient difficile de se balader en permanence avec la Bible sous le bras pour se dire est-ce que j'ai eu le droit de faire ça ou j'ai pas le droit de faire ça, ou est-ce que je dois à chaque coup demander.
Mais dans la pratique, on finit par se souvenir des choses importantes, et globalement, je sais qu'en ce qui nous concerne, sur les 800 pages, quand j'ai lu l'article 23, ABCD jusqu'à J et 24, j'ai à peu près tout lu, si vous voulez. Sur les 800 pages, ça fait 5 pages. Donc, il suffit juste de trouver les bonnes. C'est pour les avocats qui sont dans la salle, ça? Non, mais je crois que c'est indispensable d'avoir ce juridisme. À l'inverse, ça fait un petit peu peur aux dirigeants et aux managers. Là, je parle pour moi et aussi pour mon équipe. Bon, les inconnus, ce n'est pas du tout une blague parce qu'ils sont 3 et il y a l'agent, l'actionnaire et les dirigeants, mais les inconnus se font confiance. En fait, on est des gens qui ne nous connaissons pas. On se connaît de nom, on se connaît par notoriété, mais on ne se connaît pas. Olivier a rappelé la vitesse avec laquelle il a réussi cette opération. Il y a 1 an et demi, nous ne nous connaissions pas. Nous ne nous étions jamais vus. Il y a 1 an et demi, bien sûr, je connaissais notre banquier principal, Paribas, comme tout le monde, mais je ne les connaissais pas dans une opération où j'étais impliqué. Donc, il y a une notion de confiance qui est absolument obligatoire. Par obligation, puisqu'on s'est mis autour de la table et on a signé les uns et les autres différents actes, et aussi par intérêt commun en ce qui concerne tout le monde, y compris chez les dirigeants, l'ensemble de l'équipe qui est autour de moi, et qui n'a pas forcément les mêmes réflexes, ni managériaux, ni, on va dire, entrepreneurs. Enfin, il y a le mot « waiver » qui est le mot magique. Alors, une fois qu'on a compris ça, on sait que dès qu'il y a une question, on va faire un waiver. Alors, ça, c'est... il y a 2 choses autour de waiver. Il y a d'une part le côté barbant de devoir rédiger des choses autour du waiver, et puis il y a d'autre part le fait que ça permet d'avancer. Et on a obtenu, en ce qui nous concerne, par ce travail en commun, on a obtenu des réponses très positives à tout un plan de développement accéléré qui est passé au travers d'un waiver, bien sûr avec l'actionnaire, mais aussi au travers du pool bancaire. Bon, quelques mots sur le waiver en particulier. C'est le lancement de Quick en Russie et les premiers restaurants devraient ouvrir au mois de décembre. Mais il n'y a pas que la Russie, mais la Russie en fait partie. Quelques mots de conclusion peut-être. On doit se faire confiance. Je crois que c'est le maître mot de mon intervention. Confiance entre des personnes qui ne se connaissent pas. Confiance à l'égard de dirigeants dont on peut croire que le business plan a été optimiste. Dans mon cas, j'étais acheteur-vendeur, donc j'étais le typique schizophrène dont on parlait tout à l'heure, puisque j'étais à la fois vendeur au départ, et puis ensuite j'étais acheteur, et tout le monde devait me faire confiance. Le vendeur, je bradais pas, et l'acheteur, je ne faisais pas faire n'importe quoi. Donc cette notion de confiance est absolument fondamentale. Tous les dirigeants ont investi, et pour un manager, il y a évidemment le premier cercle, et il y a le deuxième cercle. Et le deuxième cercle, l'investissement représente beaucoup pour eux. Ça représente des problèmes familiaux, éventuellement des discussions entre le mari et la femme, ou la femme et le mari, selon la personne, et des engagements à terme. Ce sont en plus, pour beaucoup d'entre eux, des personnes qui n'ont pas accès au pouvoir, qui n'ont pas accès à la décision, et donc qui doivent impérativement faire confiance aux dirigeants. Donc il y a une sorte de clause de confiance, là aussi, à l'interne, qui est la clé du succès, sinon c'est pas possible. Et enfin, dans le cas de Quick, je voulais ajouter un point, c'est que 75% de mon business est fait avec des franchisés. Donc j'ai 75% de mon chiffre d'affaires où j'ai des entrepreneurs qui ont investi leur argent pour une sortie et un timing qui n'a rien à voir avec le mien, qui évidemment doit faire confiance aux dirigeants et qui peuvent toujours être inquiétés quand il y a des modifications de capital et de structure de capital, on va dire. Donc il faut aussi les convaincre. Merci pour cette excellente présentation. Je vais transmettre la parole à Elisabeth Amiel et à Claude Decrène pour le cas créatif. On va essayer de faire vite. Un petit peu de temps. Donc, on va vous présenter un troisième cas qui est le cas créatif. Je vais un peu planter le décor et je laisserai ensuite Claude expliquer ce qu'il a fait depuis la reprise de l'entreprise pour la remettre sur les rails.
Le cas Créatif, donc Créatif est une société qui est l'un des leaders européens dans l'agencement des salons et foires. En fait, c'est ceux qui fournissent les moquettes, les murs dans les différents salons et foires. Cette société a été cotée et en juillet 2002, deux fonds d'investissement ont mené une opération de public to private sur Créatif, donc une société à l'époque en très bonne santé, un peu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, 8% d'EBIT. Entre 2002 et 2005, donc après l'entrée des deux fonds, la société a subi de plein fouet plein de facteurs négatifs. En gros, des sociétés, des filiales, beaucoup de soucis avec des filiales à l'étranger, un marché de l'aménagement en retournement. Et si on veut résumer un petit peu la situation, en fait, la société a été acquise en haut de cycle et en début de cycle baissier. Donc, elle avait fait le fruit elle avait été constituée par acquisition, par beaucoup de croissance externe. Ces acquisitions avaient été faites en plein cycle haussier, donc sur des beaux multiples. Et pendant la période 2002-2005, ces sociétés ont progressivement décru. Et donc, on s'est retrouvé avec un chiffre d'affaires en 2004 qui est passé donc de 2002 à 2004 de 114 à 74 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une exploitation totalement détériorée, puisqu'on est passé d'un REX de 8% à des pertes en 2004. Donc, un manager de transition a été mis en place début 2004. Ce manager a fait un excellent travail et a remis à flot l'équilibre, la remise, disons, à zéro, à l'équilibre en 2005. Cependant, on se trouvait devant une société qui avait un chiffre d'affaires divisé par deux et avec un montage qui avait été fait donc, sur la base de belles performances, donc avec un effet de levier significatif et un REX proche de zéro, donc impossibilité de faire face au remboursement de la dette, un étranglement complet et un étranglement à court terme, puisque des problèmes forts de trésorerie à court terme et une structure bilancielle totalement déséquilibrée, puisque des fonds propres négatifs et un très fort niveau de dette. Donc, devant cette incapacité à rembourser la dette, les actionnaires et les banquiers de Créatif ont confié un mandat à Forge pour trouver une solution pérenne pour le groupe, soit une cession de la dette, soit, on parlera de la distress debt juste après, soit une cession de l'entreprise à des spécialistes du retournement ou à des spécialistes du secteur, soit une solution mixte. Et on va voir qu'on s'est agencé vers une solution mixte. Donc finalement, pour conclure sur les trois objectifs de la mission, il fallait trouver une solution rapide, puisqu'on se trouvait devant une situation de trésorerie très, très, très préoccupante, des grands contrats à renouveler et donc la perte de confiance des clients qui s'accentuait. Donc il fallait restaurer la confiance des clients très rapidement, puisqu'ils partaient un à un. Trouver une solution rapide, ça a été le cas, puisque la mission a débuté début février 2006. On a signé donc avec les nouveaux investisseurs en juin 2006. Deuxième objectif, trouver une solution pérenne. Une solution pérenne pour l'entreprise, ça excluait la solution de la distress debt, parce qu'en fait, vendre la dette à des sociétés, à une banque qui reprenait la dette avec un discount, ça ne résolvait pas le problème managérial, ça ne résolvait pas le problème à long terme et ça n'offrait aucune solution de retournement pour l'entreprise. Donc on s'est vite tourné sur une solution plus pérenne, donc une solution qui, petit 1, s'accompagnait d'un repreneur, en l'occurrence donc les fonds développement et partenariat et Prado Finance, qui ont été les candidats retenus, étaient accompagnés de spécialistes du secteur, donc étaient capables de redresser l'entreprise et d'offrir une solution pérenne pour l'entreprise.
Et petit 2, ils étaient capables d'injecter du capital et donc de restaurer les fonds propres déjà à court terme et de permettre à l'entreprise de sortir la tête de l'eau. Troisième élément, il fallait trouver un juste équilibre entre le traitement des actionnaires, le traitement des banquiers seniors et le traitement des banquiers d'exploitation. Ça n'a pas été une mince affaire et on a dû faire des allers-retours avec les repreneurs. On va dire environ 5-6 lettres d'intention ont été échangées et des retours assez impressionnants de lettres d'intention, puisque parfois ça privilégiait les actionnaires, parfois les offres privilégiaient les banquiers seniors, et de trouver un juste équilibre, ça n'a pas été une mince affaire. Au final, on a trouvé une solution qui permettait aux actionnaires d'avoir une partie de leur compte courant remboursé, et aux banquiers d'avoir une opportunité future de retour, une clause de retour à meilleure fortune. Donc on a essayé d'équilibrer les choses et de trouver une solution équilibrée entre les banquiers et les actionnaires. Je vais maintenant laisser la parole à Claude pour nous dire un petit peu ce qui s'est passé depuis, peut-être pourquoi ce qui a motivé son acquisition, ce qu'il a fait depuis cette acquisition, et puis le résultat aujourd'hui. Oui, merci Elisabeth. Alors bon, tout d'abord un petit mot sur développement et partenariat. Donc je représente un petit peu dans ce genre de manifestation le vilain petit canard, puisque nous ce qui nous intéresse ce sont les situations d'échec des fonds de LBO et des équipes managériales. Donc développement et partenariat est un fonds de retournement qui est actif depuis 1994. On a fait depuis cette date-là une trentaine d'opérations. Juste pour prendre le contre-pied de ce que je viens de dire, on a 2 axes d'intervention. Un axe plutôt traditionnel qui consiste à faire du retournement dans une logique de transmission, c'est-à-dire on rachète, on restructure et puis ensuite on revend. C'est une approche assez classique, en fait, finalement, qui concerne les situations pour lesquelles notre diagnostic va considérer que l'actionnaire historique et le management historique sont défaillants dans la manière selon laquelle ils ont fait face à la crise auquel ils étaient confrontés. Et puis un deuxième axe qui est notre originalité et qui est finalement l'axe sur lequel on intervient le plus fréquemment, c'est-à-dire le retournement dans une logique de capital développement, c'est-à-dire on injecte du cash pour aider la société et son management à passer le cap difficile. Une particularité pour DEP, c'est que pour juger de la défaillance ou de la non-défaillance de l'actionnariat et du management en place, on ne se comporte pas en financier mais en entrepreneur, et nos actionnaires sont donc des entrepreneurs et non pas uniquement des institutionnels. Alors le cas créatif, qu'est-ce qui nous a intéressé dans ce cas? Pourquoi est-ce que ce LBO a été un échec? Comme l'a expliqué tout à l'heure rapidement Elisabeth, c'est une société qui intervient dans le domaine large de la communication, et les investisseurs ont fait un P2P début 2002. Donc il y avait comme un problème de cycle. Et en plus, cette opération de P2P, c'était la terminaison d'une large stratégie de développement. C'est une société qui s'était cotée en bourse dans les grandes années 97-98 avec des plans de développement très très ambitieux et des croissances externes faites avec des multiples importants et des effets de levier significatifs. Donc très vite après la reprise par les actionnaires historiques, ils se sont aperçus que le BP qui avait été vendu par l'équipe managériale du LBO, il n'était pas du tout tenable, et donc très rapidement ils ont changé l'équipe managériale pour la remplacer par un manager de transition qui a procédé à la restructuration de la société. Alors lui, il a fait son job, il a transformé une société qui perdait de l'argent en une société qui n'en perdait plus. Il a réduit le périmètre de l'activité, et globalement, nous, en juillet 2006, nous avons repris une société qui était saine en termes d'exploitation, puisqu'elle faisait 55 millions d'euros de chiffre d'affaires et 1,5 million d'euros de résultats d'exploitation positifs. Donc l'actionnaire historique avait fait son job, mais le bilan était dramatique, puisqu'on avait à peu près 60 millions d'euros de dettes. Voilà. Donc face à cette situation, on avait, ça c'était le premier élément de l'analyse, une situation un actionnaire qui a fait son job, une situation d'exploitation saine et un bilan complètement non assumable par l'entreprise. Et puis deuxième élément de l'analyse,
une société qui est bien installée dans son secteur d'activité, qui est l'incontestable numéro 2 de son secteur d'activité, avec un leader qui est très très loin devant, et un troisième et un quatrième qui sont très très loin derrière. Donc avec très certainement quelque chose à faire en termes de redéploiement de l'activité, mais une image qui est très brouillée par l'historique, par les deux stratégies successives, enfin les deux grandes phases successives de sa vie que je viens d'évoquer, c'est-à-dire une stratégie d'expansion qui visait à faire de cette entreprise un opérateur global de l'aménagement d'espace, et puis suivi immédiatement par une longue et douloureuse période de crise. Donc là-dessus, quand on fait l'analyse de la valeur, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il est absolument indispensable que les banquiers fassent un write-off sur leur position. Ce qui, évidemment, quand on commence à se mettre autour de la table en évoquant ce genre de solution vis-à-vis des banquiers, se traduit immédiatement par une revendication de la part des banquiers que les actionnaires fassent également un write-off sur leur participation. Donc là, on se retrouve dans une situation un petit peu compliquée, où c'est tout le talent du conciliateur, en l'occurrence c'était Régis Valliot, et de l'intermédiaire chargé de trouver un investisseur à Forges, pour arriver à accoucher d'une solution qui permette de satisfaire tout le monde et qui soit garante de la pérennité de la société. Donc pour faire simple et rapide, les banquiers, on a en 2 petites minutes, s'il vous plaît. Ouais, on a fait un write-off sur à peu près 50 millions d'euros de dette, en proposant aux banquiers donc aujourd'hui il reste une dizaine de millions, qui sont essentiellement les dettes d'exploitation des filles. On a write-offé l'ensemble de la dette LBO. Moyennant une proposition de retour à meilleure fortune. Donc si tout se passe bien et que on arrive à construire les châteaux en Espagne, les banquiers seniors pourront récupérer à peu près 30% de leur mise, ce qui n'est pas impossible. C'est une situation qui était à l'époque privilégiée à la cession de créances. Aujourd'hui, peut-être qu'il y aurait des racheteurs de créances qui proposeraient 30% upfront, mais qui a permis de monter une solution où les investisseurs ont réinjecté du cash dans la société pour la redéployer et pas payer les banquiers avant l'heure de la réussite. Et puis les actionnaires ont accepté de faire un write-off sur leur position avec un petit mécanisme intéressant de rachat de leur compte courant. Voilà. À une valeur décotée, ce qui nous permet nous aussi d'avoir une gestion fluide du cash qu'on injecte dans la société. Donc en 2 minutes après, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On avait une société qui était restructurée et qui était à l'équilibre. Donc on lui a redonné les moyens de se développer en rassurant l'environnement, c'est-à-dire rassurer en interne les équipes qui font le boulot et le management intermédiaire, et en rassurant en externe les fournisseurs et les clients. Donc ça, on l'a fait en faisant investir à nos côtés dans l'opération une équipe managériale spécialiste du secteur d'activité. Le temps du restructuring était passé, il était temps de redévelopper la société. Et puis ensuite, on a donné des méthodes et des outils au management intermédiaire pour lui permettre de réaliser efficacement et de façon compétitive son métier, ce qui n'avait pas été le cas dans cette société depuis une grosse douzaine d'années, puisqu'elle était tout à son expansion, et qu'effectivement la gestion fine des marges et de la compétitivité des prix avait été laissée un petit peu à l'abandon. Donc rapidement, on a réorganisé l'activité en business unit, on a simplifié la logistique en fermant l'ensemble des sites et en gardant un seul. On a remis en place un système d'information efficace. Pour vous donner une petite illustration, le métier de créatif est un métier de stock. On a des stocks de cloisons, des stocks de moquettes, des stocks de réfrigérateurs. Et le business, c'est de proposer à la location ces stocks aux différents exposants. Le stock chez Créatif, il n'était pas informatisé. Donc on a simplement informatisé le stock pour éviter d'avoir à acheter sur chaque opération les stocks dont on avait besoin. Et puis on a travaillé, sujet assez classique, on a travaillé à variabiliser un certain nombre de charges fixes pour être moins dépendant des évolutions de contrats, puisque c'est un métier qui est extrêmement concurrentiel. Voilà, donc en conclusion, en 30 secondes, c'est toujours pareil dans ce genre de situation. C'est la qualité du management. C'est certes la qualité du management qui fait le succès ou l'échec
d'un projet d'entreprise, mais c'est surtout son caractère adapté à la situation précise de la société. Et on constate bien dans la vie de créatif qu'il y a eu une période de vie où le management devait être un management de développement, ensuite une période de vie où le management devait être un management de restructuration, et enfin une période de vie où il redevient un management de développement et de redéploiement serein. Donc, puisqu'on est dans un track sur le management de LBO, moi j'aurais une chose à dire, c'est que même si quand une société est confrontée à une situation de crise, la situation n'est pas nécessairement irrémédiablement compromise à partir du moment où chacun des partenaires autour de la table prend ses responsabilités, les actionnaires, les banquiers, mais aussi les équipes managériales. Et dans le cas précis de Créatif, si les équipes managériales avaient assumé l'idée, alors si elles sont dans la salle, elles vont se lever et venir me casser la figure, mais si elles avaient assumé l'idée que le management de transition était là pour venir les aider pendant une période de transition à remettre la société sur les rails, et ben c'est peut-être avec elles qu'on aurait vécu la troisième phase de la vie de l'entreprise. Comme cette situation a été vécue de façon conflictuelle et dans une logique de remise en cause du talent et quasiment de l'honnêteté de ceux qui avaient construit le business plan initial, la société n'a vécu que des situations de rupture, et donc évidemment il n'y a pas eu de création de valeur au maintien dans la durée d'un management, je dirais, maîtrisant pleinement le métier dans lequel il travaille. Voilà. Merci.